Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, merci pour votre constante fidélité à nos programmes et bienvenue dans ce 18h de l'actualité que nous ouvrons par ces titres. Célébration de la nativité à la cathédrale, la communauté chrétienne célèbre donc le Noël en ce jour du 25 décembre 2025, à suivre dès le début de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais à l'instant, un Noël de paix et de fraternité. La communauté chrétienne du Mali célèbre la nativité dans une ferveur exceptionnelle à travers des messes dans les églises dédiées à la paix et à la cohésion sociale. Ce matin, les fidèles catholiques ont communié dans la spiritualité à la cathédrale de Bamako, où on se reportage de Sadio Sidibé et Seydou Niari. À l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré ce jeudi 25 décembre 2025 la fête de Noël, une fête synonyme de la naissance de Jésus-Christ, occasion pour la communauté chrétienne du Mali de communier dans la sainteté et dans la spiritualité. La fête de Noël me donne la joie et vraiment de bonheur. Parce qu'il est venu pour nous sauver. Le Père, le grand Dieu, a envoyé son Fils pour sauver le monde. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui en joie et en joie pour fêter cette fête. Son arrivée parmi nous. Nous préparons le chemin depuis longtemps. Donc il est arrivé et ça nous a fait plaisir. Les fidèles catholiques ayant pris d'assaut la cathédrale de Bamako se sont fortement réjouis de cette célébration, tout en invoquant le Seigneur pour le retour de la paix dans notre pays. Ils ont saisi l'opportunité pour lancer un appel à tout le peuple de s'unir dans la voie divine afin que la paix et la cohésion sociale règnent dans notre pays. J'ai demandé à Dieu de sauver notre pays, d'aider notre pays, de mettre la paix, la joie sur les Maliens, pour qu'il y ait l'entente dans notre pays, pour que les ennemis n'arrivent pas à nous convaincre. C'est ce que j'ai demandé à Dieu, que Dieu donne la paix aux Maliens. Nous venons tout à l'heure de clôturer l'année sainte qui a été dédiée par le Saint-Père François, mon homo. Bien vrai qu'il est décédé, son second est venu, Robert Francis. Donc ça continue. Et c'est la fin de l'année jubilaire qui s'achèvera sous peu de temps. Ça s'achèvera le 6 janvier. Donc union de prière les uns pour les autres. Je suis très content. En fait, tout le monde ne voit pas les jubilés. Tout le monde ne voit pas les jubilés. Les jubilés, c'est chaque 25 ans. Voilà, mais tout le monde ne les voit pas. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas de séparation. Nous sommes ensemble. Union de prière même, quoi. Voilà, il n'y a pas de séparation. Le pape l'a dit, il l'a redit. Dit que l'Église est unique. Même quand il y a des frères qui ont quitté, c'est bon. On est ensemble. On ne doit pas les rejeter. Ils sont catholiques comme nous. Dans son apôtre, le prêtre Nestor Dabiré, qui a officié la messe, a expliqué la signification de la fête de Noël avant de procéder à la procession devant un parterre de fidèles catholiques dans l'enceinte de la cathédrale de Bamako. À tour de rôle, les fidèles qui sont venus ont tous affiché leur sentiment de satisfaction tout en remerciant les autorités des 3 pays de l'AES pour la souveraineté retrouvée. Aujourd'hui, c'est la naissance de notre Sauveur. Et il vient avec la joie, il vient avec la lumière. Et tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est la paix pour notre pays, ici le Mali. Et la paix dans les cœurs, la paix dans les foyers. Et la paix sur tout l'étendue du territoire. Donc voilà ce que nous pouvons souhaiter en ce jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très, très contents de cette naissance. Parce qu'elle nous apporte beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits et beaucoup de promesses pour l'avenir. Ma satisfaction est laquelle? Ça m'a trouvé en bonne santé. Et je suis venu prier pour
tous les Maliens, pour le pays, afin que le pays puisse avancer. Ce pays a beaucoup souffert. Alors nous sommes venus demander à l'enfant Jésus de demander au Père, le Dieu Tout-Puissant, de rebénir le Mali. Parce que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour travailler dans ce pays. Nous avons beaucoup bénéficié. Nous avons beaucoup bénéficié. Le Mali a eu la Banque centrale. Le Mali a eu une télévision au nom de l'AES, une radio. Donc vraiment, nous sommes très contents. Je voulais dire aux Maliens de redoubler d'ardeur, de laisser beaucoup de choses, nos anciennes habitudes, de les quitter. Notons que la célébration de la fête de Noël est synonyme de la renaissance de Jésus-Christ, célébrée le 25 décembre de chaque année. Toujours dans la même ferveur du Noël, l'association Ankabé Mayala, fidèle à sa tradition, a entrepris une série de visites dans plusieurs messes de la ville. L'initiative vise à renforcer les liens intercommunautaires et à témoigner de la solidarité de l'association envers toutes les confessions religieuses dans notre pays. Un compte rendu de Khadija Traori. Les membres de l'AKBM, en compagnie de le président du conseil d'administration, ont été reçus par les fidèles de plusieurs paroisses où ils ont partagé des moments de convivialité, échangé sur les valeurs de paix et du vivre ensemble, avec à la clé des cadeaux. L'association Ankabé Mayala, initiée par notre président du conseil d'administration, Badr Ali Ousmane Haïdra, nous avons décidé de l'accompagner ce soir à la cathédrale pour venir dans le cadre de la fraternité, dans le cadre du vivre ensemble, dans le cadre de la cohésion sociale. Vous le savez, comme Ankabé Mayala est composé non seulement des chrétiens protestants, mais aussi des chrétiens catholiques. Nous sommes à Noël aujourd'hui. C'est le moment pour nous, c'est l'opportunité pour nous de venir souhaiter joyeuse fête de Noël à la communauté chrétienne catholique du Mali et d'ailleurs. Donc c'est ça l'objectif d'Ankabé Mayala. C'est ça le vivre ensemble prôné par Badr Ali Ousmane Haïdra. C'est ça la cohésion sociale prônée par Badr Ali Ousmane Haïdra. Les responsables religieux ont salué cette démarche, soulignant l'importance de telles actions pour le renforcement du tissu social. Et voir en tout cas nos frères musulmans prendre part en tout cas au réveillon de Noël, ça nous touche vraiment. Car en fait, nous voyons l'unité qu'il y a entre pas non seulement les frères maliens, mais entre aussi les religions, car en fait en Christ nous sommes un. Et nous continuons dans cette logique et nous voyons aussi qu'en tout cas l'initiative prise par l'association Ankabé Mayala, vraiment c'est une très belle initiative et qui colle également avec les aspirations de l'église chrétienne du Mali. Nous avons constaté que la délégation est composée de personnes de différentes confessions religieuse. Ce qui est une bonne chose, c'est ce dont notre pays a besoin aujourd'hui. En communion avec tout le monde, chrétien ou non chrétien, toutes les personnes de bonne volonté et prises de paix, se retrouvent dans ce cadre-là pour faire cette cérémonie. Donc si M. Haïdra et son association Maya veut dire être ensemble aussi, donc vient avec sa délégation vivre cette fête avec nous. Nous ne pouvons que l'en remercier et lui dire que ça nous réjouit. Cette visite s'inscrit dans la continuité des actions de l'association qui œuvre chaque année pour la promotion de la tolérance et du dialogue interreligieux. Ankabé Mayala réaffirme ainsi son engagement à œuvrer main dans la main pour un Mali de paix et de solidarité.
Voilà, nous en parlons toujours dans ces 18h sur Chirf la télévision. Le président du conseil d'administration de l'association Ankabé Mayala, Seydi Badra Ali Ousmane Haidara, a offert 5 colis de vêtements couverture aux orphelinats d'Embaïnouma et Niaber. La donation s'est déroulée à Doumanzana et à Sébenikoro le mercredi. Nous voyons le compte rendu avec Tenenia Traoré. Cette série d'activités de remise des dons en faveur des orphelinats d'Embaïnouma et Niaber, initiée par le président du conseil d'administration de l'association Ankabé Mayala, Seydi Badra Ali Ousmane Haidara, vise à les accompagner en cette période de fraîcheur, leur trouvant de quoi se vêtir. Nous remercions notre président d'honneur Ali Ousmane Haidara et tout le bureau national et tous les membres de l'association Ankabé Mayala. Cela s'inscrit dans le cadre de notre solidarité. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir travailler avec un de nos piliers qui est la solidarité, et on est là pour être solidaire avec les encadreurs de l'orphelinat. Donc nous sommes là pour les apporter notre aide, pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans l'éducation de ces orphelinats. Nous, on est de cœur avec eux et nous les encourageons. Un enfant éduqué, un enfant de ce pays-là est l'enfant pour tout le monde. Ici, à l'orphelinat d'Embaïnouma, plus de 100 orphelins y vivent, dont la plus petite n'a que 2 mois. Au dire de la promotrice de cet orphelinat, ce geste hautement solidaire vient à point nommé. Aujourd'hui, vraiment, c'est un jour d'espoir qu'on a eu. On est très contents et très heureux. Et notre papa et notre frère, le grand personne qu'on cherche, on est en train de voir, on cherche devant nous. Dieu merci aujourd'hui. On a cherché des audiences même 2 fois, 3 fois qu'on n'est pas bien. Aujourd'hui, Dieu merci, il est venu nous voir. On est très contents et très heureux. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va lui dire. On salue notre président aussi. On le salue. On le remercie aussi. Que Dieu nous donne l'amour dans notre cœur. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est comme on est dans la fête de Noël. Les enfants sont contents, très heureuses. Une visite guidée de ces locaux et la remise symbolique ont mis fin à cette première étape. À l'orphelinat Niaber, ici, le président du conseil d'administration de l'association AKBM et sa délégation sont reçus par la directrice générale du orphelinat. Après les salutations d'usage, le groupe d'enfants qui s'y trouvait à l'intérieur accueilleront leurs généreux donateurs avec une petite chanson qui représente leur joie. La directrice générale de l'orphelinat Niaber, très émue après avoir reçu 3 colis composés de vêtements et couvertures, remerciera l'hôte du jour pour ces gestes symboliques. On peut dire que merci pour la seconde fois à l'association Ankabé Mayala, parce que ce n'est pas une première fois. Et on sait que désormais, nous sommes dans leur cœur. Parce que le chef vient de confirmer que l'année prochaine, Inch'Allah, il va essayer d'aider un de nos enfants pour qu'il puisse aller à l'école, ou sinon un groupe d'enfants. Là, nous sommes très heureux, nous sommes très contents de leur venue. À noter que le bienfait n'est jamais perdu, surtout quand on vient en aide aux orphelins. Voilà, vous l'aurez compris, la joie des enfants à l'occasion de ces dons de vêtements de l'association Ankabé Mayala. À présent, voyons avec Moussa Foma ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité en brève et en images. La trêve aurait été de courte durée dans le sud de Kivu, alors que les rebelles du M23 AFC avaient annoncé leur départ de la ville stratégique d'Ouvira sous la pression de Washington. Les combats ont repris avec intensité ce lundi, opposant les insurgés au groupe d'autodéfense Wazalendo et aux forces de défense de la RDC. Ces violences confirment les craintes de Kinshasa qui dénonce une manœuvre de diversion, plongeant à nouveau la population locale dans l'angoisse. Mercredi dernier, le commandement du M23 affirmait avoir entamé le retrait de ses troupes d'Ouvira, citant une demande directe des États-Unis. Pourtant, sur le terrain, la réalité semble tout autre. Dans un communiqué publié samedi,
Les forces armées de la RDC ont qualifié cette annonce de simple coup médiatique destiné à tromper l'opinion. Selon l'armée congolaise, non seulement des policiers et militaires rebelles en tenue civile sont restés positionnés dans la ville, mais le groupe armé aurait profité de cette fausse accalmie pour redéployer ses forces sur les hauteurs stratégiques surplombant la cité. L'armée affirme par ailleurs que des soldats rwandais et des combattants du M23 déguisés en civils ou en policiers contrôlent toujours plusieurs quartiers clés. Cette reprise des hostilités survient après une tentative controversée de l'AFC M23 d'organiser des manifestations en sa faveur, une initiative vivement dénoncée par les Wazalendo et la société civile locale. L'Assemblée populaire nationale algérienne a adopté ce mercredi 24 décembre le projet de proposition de loi criminalisant le colonialisme français en Algérie. Selon le document final consulté par nos confrères d'Anadolu, la colonisation française de l'Algérie est considérée comme un crime d'État qui viole les principes et les valeurs humaines, politiques, économiques et culturelles consacrées dans les lois, les chartes et les coutumes internationales et nationales. L'État algérien s'efforce de révéler et de diffuser les faits historiques liés à la colonisation française de l'Algérie. Elle répertorie 27 formes de crimes coloniaux français qui comprennent, selon le texte de l'article 5, les meurtres, les attaques militaires contre la population civile, l'usage excessif de la force armée, l'utilisation d'armes non conventionnelles et interdites au niveau international, la pose de mines, les essais et explosions nucléaires, les exécutions extrajudiciaires, le pillage du trésor public algérien, la soumission des seuls Algériens à des lois d'exception et à la pratique généralisée de la torture physique et psychologique. Selon le chef de la diplomatie algérienne, l'Afrique est en droit d'exiger la reconnaissance officielle et explicite des crimes commis contre ces peuples durant la période coloniale et de réclamer une indemnisation juste et la restitution des biens spoliés. Le plan de paix de Volodymyr Zelensky est irréaliste et a été élaboré dans le but de retarder et de bloquer les négociations, a déclaré à l'agence russe d'information TASS l'ancien premier ministre ukrainien Nikolai Azarov. Je ne pense pas que ce plan soit réaliste. C'est une nouvelle tentative pour retarder et bloquer les négociations, a-t-il déclaré. Selon lui, ce plan ne résout pas un certain nombre de problèmes importants. Le 24 décembre, Volodymyr Zelensky a publié son plan en 20 points que l'Ukraine aurait discuté avec les États-Unis. Ce plan prévoit notamment l'introduction de programmes éducatifs dans les écoles ukrainiennes visant à promouvoir la tolérance interculturelle, aborde la question territoriale, souligne le refus de l'Ukraine de retirer ses troupes du Donbass et exige des garanties de sécurité similaires à l'article 5 de l'OTAN, insiste sur la nécessité pour l'Ukraine de disposer d'une armée de 800 000 hommes en temps de paix, envisage le statut non nucléaire de l'Ukraine, appelle à garantir la liberté de navigation sur le Dniepr, propose des échanges de prisonniers équitables et stipule la tenue d'une élection présidentielle en Ukraine. Il contient également des dispositions relatives aux questions territoriales et au statut de la centrale nucléaire de Zaporijie, mais les États-Unis et l'Ukraine n'ont pas réussi à trouver un compromis sur ces points. La Belgique a été stupéfaite d'apprendre que les États-Unis avaient imposé des sanctions à un groupe de citoyens de l'Union européenne, dont l'ancien commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, considérant ce acte inacceptable, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost. Sanctionner des individus en raison des difficultés économiques aux États-Unis est inacceptable, estime-t-il. Plus tôt, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a accusé les États-Unis de tenter de saper la souveraineté européenne. Mardi, les États-Unis ont imposé des restrictions de visa à Breton et à d'autres responsables que Washington accuse de censurer des citoyens américains. L'ancien commissaire européen, par exemple, a été qualifié de concepteur idéologique de la loi européenne sur les services numériques qui a considérablement renforcé le contrôle sur plusieurs plateformes Internet au sein de l'Union européenne. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que les États-Unis avaient interdit l'entrée sur leur territoire aux principaux acteurs de cette campagne mondiale de censure. Il a affirmé que des idéologues européens tentaient de contraindre les plateformes américaines à sanctionner les citoyens américains pour avoir exprimé certaines opinions. M. Rubio a également indiqué que Washington serait prêt à élargir cette liste de sanctions si nécessaire. 4 experts de l'ONU, dont 3 rapporteurs spéciaux, ont appelé le Congrès américain à intervenir pour mettre fin au blocus maritime partiel imposé par Washington au Venezuela, selon un communiqué du service de presse de l'ONU. Le Congrès américain devrait intervenir pour empêcher de nouvelles attaques et lever le blocus, ont déclaré les experts. Selon eux,
Le blocus des pétroliers entrant et sortant du Venezuela viole les règles fondamentales du droit international. Il n'existe aucun droit d'imposer des sanctions unilatérales par le biais d'un blocus armé, ont souligné les experts. Ils ont également demandé l'ouverture d'une enquête sur la mort d'au moins 104 personnes prétendument impliquées dans le trafic de drogue vers les États-Unis lors d'attaques contre des navires civils depuis début septembre 2025. Selon les informations disponibles, toutes les personnes tuées jusqu'à présent ne représentaient aucune menace immédiate pouvant justifier le recours à la force létale, ont souligné les experts. Washington accuse sans fondement les autorités vénézuéliennes de ne pas en faire assez pour lutter contre le trafic de drogue. La marine américaine a déployé un groupe aéronaval mené par le porte-avions USS Gerald Ford, un sous-marin nucléaire et plus de 16 000 soldats en mer des Caraïbes. De l'actualité sportive dans ce journal, pour la rencontre de la 10e journée, les sélectionneurs des 10 formations ont animé une conférence de presse ce jeudi 25 décembre au stade Mohamed VI de Rabat, au cours de laquelle ils ont affiché leurs objectifs. Voyons les réactions avec notre envoyé spécial Issouf Koulibaly. Bon, on arrive à la 2e journée, après une première victoire qui était importante. Surtout avec le match d'ouverture. On sait que c'est jamais évident. On a vu que de par l'histoire, le premier match était compliqué. Araf très mauvais match que le Maroc, quand il avait organisé la CAN, avait fait son premier match d'inauguration, avait fait match nul, donc c'était très bien. Maintenant, on rentre aussi dans la vraie compétition. 2e match contre une équipe du Mali qu'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien. Voilà, pour moi, c'est une des équipes qui a le plus de potentiel en Afrique depuis très longtemps, avec des très bons joueurs, très habiles, qui auront à cœur sûrement bien sûr de gagner, mais comme nous. Donc ça va être un match très équilibré. On a hâte de le jouer parce que ça va être une vraie compétition, une vraie compétition, mais surtout une vraie confrontation. Et on va, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, on joue pour prendre les 3 points et essayer de se qualifier dès vendredi officiellement, Inch'Allah. Je dois dire que les supporters sont toujours là pour nous. J'ai seulement joué 4 matchs à domicile dans les qualifications pour la Coupe du Monde et Cannes. La public a aidé nous beaucoup. Et aussi, le premier match contre Zambie, le stade n'est pas plein, mais il y a plus de supporters maliens que de Zambiens et ils chantent, ils sont là et ça aide nous beaucoup. Et on est là pour les supporters. Il y a 25 millions maliens qui veulent une bonne performance de l'équipe et on sait ça. C'est notre responsabilité d'être des bons ambassadeurs du football malien et on va faire tout. Comme j'ai dit au début, on est ici pour rester jusqu'à la fin. On a besoin de main contre le Maroc, de jouer bien, même bon résultat. On va prendre des points, d'être plus facile contre Comores les derniers matchs. Et les supporters doivent supporter nous comme toujours. Et on va faire tout au pelouse que les supporters sont fiers de nous. Ce sont ces images qui mettent fin à ces 18h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision. Bonsoir.